Bien. Ben, nous nous retrouvons ici pour notre sortie pédagogique. Thomas, est-ce que tu es avec nous? Très bien. Bon, je reprends. Donc nous travaillons par groupe de 4. Vous devrez rendre le travail en fin d'après-midi. Et dans ce travail, eh bien, n'hésitez pas à y joindre des photos, faire des vidéos. Vous pouvez aussi recueillir des témoignages et puis apporter toute illustration qui vous sera utile pour votre recherche. Oh ouais, les castors! Ouais! Les mauves! Allez, bonne chance les mauves! Bonne chance les mauves! Vas-y, tu te crois drôle là? Je comprends rien à ce truc. On a combien des mauves? On distingue dans les mauves plusieurs cours principaux. La grande mauve venant de Bacon et se jetant dans la Loire. La mauve de Montpipeau qui rejoint la grande mauve à Huisseau. La mauve de la Toine qui vient de Haute-Fontaine et rejoint la grande mauve à Roudon. Et enfin la mauve de Sainty. En tout, ça fait 55 km de cours d'eau avec les divises et 274 km² de bassin versant. Ah quand même. La mauve de Sainty, quant à elle, fait 15 km de cours d'eau et 64 km² de bassin versant. Bon, on va où du coup? Et si on commençait par la médiathèque? Hé Thomas! Qu'est-ce que vous faites encore? Venez! On a des questions sur la mauve. On dit d'abord bonjour. Bonjour madame! Bonjour. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? On a un devoir à faire sur la mauve. Ah, on dit les mauves. Oh non, ça fait encore plus de taf. Mais non, on dit les mauves parce qu'il y en a plusieurs. On en compte 3 principales. Mais est-ce que vous savez pourquoi on les appelle les mauves? À cause de sa couleur? Mais elles ne sont pas de couleur mauve. On les appelle les mauves. Ça vient du mot latin malvea. On a changé de cours maintenant. On est en cours de latin. Vous savez, il y a beaucoup de mots français qui viennent du latin. Malvea, ça veut dire lente. Et comme il y a peu de déclivité... Des quoi? Déclivité. Déclivité, c'est la pente. Et comme il y a peu de pente, eh bien les mauves s'écoulent lentement. C'est pour ça qu'on les appelle les mauves. Et les mauves étaient alimentés par plein de résurgences de la nappe de Beauce. Mais voilà, les mauves n'étaient pas trop entretenues, donc elles débordaient régulièrement. Ça rendait d'ailleurs du coup la région très marécageuse. Heureusement, 540, Saint-Liphard... Tu parles d'un nom. Bon, Saint-Liphard et ses disciples ont décidé d'assainir la région. Ils ont consolidé les berges, ils ont nettoyé les fossés et fait en sorte de relier tout ceci à la Loire pour que ça s'écoule dans la Loire. Est-ce qu'il y a des archives, madame? Oui, bien sûr. Wow, la touche! T'as quelque chose à dire, petit scarabée? Tu sais à qui tu parles? Bon alors, vous voulez savoir quoi? On a un questionnaire sur les mauves. Ok, je vois. Vadamous. Let's go. Waouh! Trop stylé! Bonjour. Bonjour. Ah, bonjour, on vient de la médiathèque. On veut se renseigner sur les moulins. Ah bah justement, vous tombez bien, j'étais au moulin de Cropé chez Monsieur Pichon pour documenter son moulin avec Monsieur Vario qui est meunier. Alors vous savez, les moulins, ça ne date pas d'hier. Au VIe siècle, après l'assainissement des marécages et la canalisation des Mauves grâce à des digues, l'eau ainsi domptée devient une force motrice, modeste certes, mais qui permet d'actionner des roues à aubes. Les premiers témoignages sur l'existence des moulins à Main-sur-Loire datent du XIe siècle.
On en compte au XIVe siècle jusqu'à 37 sur l'ensemble des mauves, alors des moulins à farine principalement, mais également à foulon, à papier, à poudre à canon ou encore à tan. C'est-à-dire des écorces d'arbres broyées par le moulin qui, associées à de la chaux, permettent aux tanneurs de travailler les peaux d'animaux pour en faire du cuir. Alors les tanneries ont contribué à la prospérité de la ville de Mans-sur-Loire, mais comme beaucoup d'industries, elles ont également participé à la pollution des mauves, à une époque où les rivières servaient à tout, que ce soit les rejets industriels, mais également d'abreuvoirs pour les animaux ou encore pour laver le linge. Dès 1920, la force hydraulique est peu à peu abandonnée au profit de l'énergie électrique qui la remplace complètement à partir de 1950. Wow, merci, c'est qui ton coiffeur? Oh, tout doux, mon petit. T'as déjà entendu parler de l'Inquisition? Inquisition Inquisition... Ah oui. À votre avis, c'est une bonne chose que les mauves ne soient plus exploités? Bah ouais, la nature reprend ses droits, c'est cool. C'est cool. Bah, c'est sûr. Trop stylé. Quoi votre travail sur les mauves? Alors moi j'ai plusieurs missions diversifiées, mais sur la rivière, mon travail c'est de planifier et d'organiser des travaux pour retrouver le bon état écologique des cours d'eau, en tenant compte des usages, notamment des moulins, et aussi des risques d'inondation et de l'activité notamment agricole. Et les meuniers utilisaient la force de l'eau, comme je vous disais, donc ils avaient nécessité d'entretenir pour faire fonctionner leur moulin. Aujourd'hui, donc il n'y a plus de moulin en activité, le cours d'eau est moins entretenu, et donc on est, nous, à la communauté de communes des Terres du Val-de-Loire, vigilants à ce qu'il y ait quand même un entretien réalisé sur le cours d'eau. Vous pouvez nous parler des actions que vous menez en ce moment et que vous avez menées récemment? Alors, des actions, les travaux qu'on mène, nous, c'est les travaux de renaturation, soit en enlevant des ouvrages hydrauliques qui se trouvent dans l'eau, les vannes des anciens moulins, pour participer au curage par la force de l'eau du milieu, et de la renaturation aussi. On fait des travaux pour fortifier les berges et retrouver un cours d'eau propre pour un meilleur état écologique. Merci. Merci à vous. Merci. Au revoir. Et au fait, en quoi consiste votre travail? Alors, mon travail consiste en plusieurs choses. La première, c'est d'assister et de conseiller les riverains qui habitent au bord des cours d'eau de la communauté de communes des Terres du Val-de-Loire. Ça peut être aussi conseiller des propriétaires de moulins qui ont des vannages à gérer. Vannage? C'est quoi un vannage? C'est quand je te dis que t'es trop bolos. Alors un vannage, c'est l'outil qui permet dans un moulin, en montant et en descendant un vannage, de gérer les niveaux d'eau dans un cours d'eau. Je propose aussi sur le territoire des travaux qui vont permettre de faire évoluer la rivière naturellement sans qu'on n'intervienne plus dessus, ou alors beaucoup moins souvent qu'auparavant en utilisant ces fonctionnalités naturelles. Et du coup, comment vous faites pour la restauration? Pour la restauration, en fait, je vais prendre l'image de certains secteurs de la rivière où elle n'a pas ou peu été impactée par l'homme, c'est-à-dire des endroits où on retrouve encore les méandres, c'est-à-dire les virages, des endroits où on retrouve des zones où il y a du courant, du caillou au fond du lit de la rivière, et redessiner la rivière comme elle devrait être à certains endroits comme elle était à l'origine, pour tenter de retrouver un bon état écologique sur notre rivière. Est-ce qu'il y a des risques d'inondation? Il y a certains secteurs qui sont dits sensibles vis-à-vis de l'enjeu inondation, et donc on prend en compte cet enjeu inondation dans nos opérations de travaux,
en intervenant soit sur la rivière, soit sur des secteurs où on peut faire déborder l'eau et où on n'aura pas d'impact sur les biens ou les personnes, c'est-à-dire dans des zones humides, dans des boisements qui à l'époque étaient régulièrement inondés et qui ne le sont plus aujourd'hui. Y a-t-il des menaces pour le milieu aquatique? On en trouve de plusieurs types, de plusieurs origines. On va avoir les mauvaises habitudes qu'on a pu prendre concernant la gestion des cours d'eau, où à une époque l'entretien des rivières était fait mécaniquement avec l'utilisation d'engins mécaniques comme la pelleteuse. On a d'autres réflexes qui vont être tout ce qui est déchets à la rivière. On peut parler aussi de la pollution et on retrouve dans nos cours d'eau un certain nombre de substances chimiques qui sont néfastes pour la qualité de l'eau, donc pour les animaux et même pour l'homme. Et enfin, une menace qui pèse sur nous et qui va s'accélérer peut-être sur ces 50 prochaines années, c'est le réchauffement climatique, qui en plus de l'augmentation des prélèvements qu'on peut avoir sur la ressource en eau, comme l'agriculture, l'eau potable, l'eau pour les industries, on risque de réduire la ressource en eau. Donc c'est ça aussi une menace. Merci. De rien. Et voilà. Et ben là, c'est une larve de libellule. Waouh, trop stylé. Est-ce qu'il y a une flore et une faune particulières dans les mauves? C'est un milieu humide très particulier, avec un petit peu de courant, donc il y a des animaux et des plantes qui sont inféodés à ce genre de paysage. Par exemple les nénuphars qui sont derrière nous, certaines fougères, hein, l'asplenium qui est sous le petit pont, les grands arbres comme le saule, le frêne, et puis après il faut penser aux animaux, donc on a des animaux qui vivent dans l'eau, hein, quelques poissons, et on a aussi un certain nombre de petits insectes. Vous avez vu la belle libellule qui se pose sur les nénuphars qu'on appelle le Caloptérix, qu'on trouve dans tous les milieux humides. On a aussi certains oiseaux, on a aussi certains mammifères qui sont moins faciles à voir. Par contre, nous, on a un grand espoir, c'est qu'un jour, sur les mauves du Nord où nous sommes, on voit revenir la loutre. Et est-ce que du coup, il y avait des espèces qui du coup avaient disparu et qui sont de retour? Alors, les espèces qui ont disparu, c'est plus difficile parce qu'on n'a pas de données. La dernière fois qu'on a fait une grande opération d'inventaire sur les mauves, c'était en 2015 et on a relevé 76 espèces d'oiseaux, 15 espèces de chauves-souris et plus tous les insectes, toutes les plantes et ainsi de suite. Donc, ce qu'il faut, c'est maintenant qu'on s'attelle à faire régulièrement des inventaires pour savoir si ça augmente ou si ça n'augmente pas. Il y a des espèces qui sont gênées par les activités humaines ou qui sont gênées par la présence d'autres espèces qui ne devraient pas être Voilà, là. alors donc c'est ce qu'on appelle les espèces invasives. Alors ici c'est risqué parce qu'on est encore dans une zone où on a encore quelques jardins. Donc qui dit jardin dit espèces introduites souvent, hein, comme par exemple la renouée du Japon. Le problème, c'est quand ça commence à s'installer, ça grignote le paysage et surtout, ça remplace les espèces qui sont du coin, qu'on appelle les espèces endémiques. Est-ce que vous avez remarqué des changements depuis les aménagements? L'aménagement des bords, comme on a ici, ça peut avoir des avantages et des inconvénients. Souvent, on l'a vécu depuis plusieurs siècles, hein, la nature reprend vite sa place, reprend vite ses droits. Hein. Thomas, tu peux le tenir? Je vais faire des photos. Ah oui, bien sûr. Ah, et tu savais qu'il y avait une deuxième page? Quoi? Fais voir. Allez, regarde, je plaisante pas. Essaye! Thomas, essaye! Essaye! Essaye, Thomas! Tiens, la voilà. Alors, vous avez fini? Vous avez vos réponses?
Maintenant, on est trop dégoûtés. L'autre là, il s'est baigné Avec les feuilles en plus. Oh, c'est pas grave, vous allez bien vous en souvenir. On fait un selfie? Waouh! Trop stylé!